안녕하세요. 오늘은 정말 특별한 분을 저희 방송에 모셨습니다. 프랑스의 역사학자이시자 또 프랑스의 그 엘리트를 양성하는 학교로 알려진 그랑제꼴, 강제꼴에 들어가기 위해서 이렇게 준비하는 과정의 학교가 있거든요. 그 준비학교의 역사 교수님이십니다. 그런데 이분이 우리의 박정희 대통령을 굉장히 존경하셔서 프랑스의 고등학교 교과서에 박정희 대통령에 대한 그런 이야기를 또 싣는 운동을 하셨고, 실제로 이분의 노력 덕분에 프랑스 고등학교 교과서에 실린 적이 있습니다. 네, 제가 그 교과서를 번역을 해서 예전에 박정희 재단에 또 제공한 적도 있는데, 이번에 한국에 오신다는 소식을 듣고 저희 VUM 방송에 출연을 제가 또 부탁을 드렸더니 흔쾌히 수락을 해주셨어요. 오늘 너무 듣고 싶은 이야기가 많습니다. 제가 지금부터 세바스찬 베트랑 교수님과 프랑스어로 대담을 시작하겠습니다. Bonjour, professeur Bertrand. 네, 안녕하세요. 먼저 저는 자리 와싱을 많이 해주셔서 감사합니다. Ah, super. Je suis très heureuse de vous accueillir chez nous VUM et je vous remercie infiniment pour avoir pris le temps, de venir nous rencontrer depuis la France et partager vos avis sur le président Park Chung-hee. Mais je vous remercie aussi beaucoup de m'avoir invité. Ça me touche beaucoup, mais nous nous connaissons déjà. Oui. Voilà. Et encore une fois, je m'excuse de ne pas parler, de ne pas pouvoir faire l'entretien en coréen. 네, 한국말을 못해서 죄송합니다. Alors, pourriez-vous d'abord vous présenter brièvement à nos téléspectateurs, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc, je suis professeur d'histoire. J'ai obtenu l'agrégation d'histoire en 2001 et j'ai soutenu un doctorat d'histoire en 2008. Et j'enseigne donc l'histoire, la géographie et la géopolitique. Ce sont des matières qui sont liées en France dans ce qu'on appelle les classes préparatoires aux grandes écoles, au lycée Janson de Sailly à Paris depuis une dizaine d'années. Voilà, et je me suis davantage spécialisé sur l'histoire contemporaine, l'histoire du XXe siècle, et notamment l'histoire de l'Asie. J'ai travaillé longtemps sur l'histoire de l'Allemagne, et maintenant je travaille plus sur l'histoire de l'Asie. Mais l'Asie c'est très grand, donc je me concentre sur certains pays comme la Corée du Sud. D'accord, voilà. Corée, et puis quel Puis pays? c'est un peu le Japon aussi, Taïwan, un peu Singapour également. D'accord, voilà. d'accord. Et vous enseignez sur le président Park Chung-hee à vos élèves à l'école aussi? Oui, parce que dans le cadre de notre programme sur l'histoire du XXe siècle, nous devons parler de la guerre froide, nous devons parler de l'ascension des 4 dragons, de la Corée du Sud, de Taïwan, de Singapour et de Hong Kong. Donc il y a de nombreux moments où on peut parler de la Corée du Sud. Et donc moi j'ai décidé, depuis presque 10 ans maintenant, de faire des cours spéciaux sur l'histoire de la Corée du Sud et donc bien sûr sur l'ère Park. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'ils pensent de Park Chung-hee et vos élèves? Alors, il faudrait leur poser la question directement, mais je pense qu'ils découvrent qui est Park Chung-hee. Je me souviens d'un de mes élèves qui était venu me voir à la fin de mes cours sur la Corée du Sud et notamment sur la période Park et qui m'avait dit merci de nous avoir appris ça parce que personne ne nous l'a appris avant. Et je dis c'est normal, les programmes scolaires français sont concentrés sur l'histoire de France ou sur l'histoire de l'Europe. La Corée du Sud c'est très lointain. Voilà. Donc mes élèves découvrent Park Chung-hee pour beaucoup. Certains connaissaient déjà un tout petit peu, mais c'est très 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 rare. La plupart du temps, ils découvrent et après, ils vont eux-mêmes faire d'autres recherches ou explorer un peu qui était Park Chung-hee. D'accord. Voilà. Malheureusement, les gens coréens, ils comprennent mal Park Chung-hee, donc ils doivent découvrir à nouveau que vos activités sont c'est pour ça très riches et précieuses. Merci. Voilà. Quand est-ce que vous êtes arrivé en Corée? Là, cette fois-ci, hier. Hier soir. Voilà, hier soir. Oui. Vous n'êtes pas trop fatigué, ça va? Un peu, mais je suis content d'être ici et je suis content de pouvoir m'exprimer sur le président Park. Merci. Alors, c'était l'été dernier, justement il y a un an, où nous nous rencontrés pour la première fois. Je faisais l'interprète lors de votre entretien avec Wolfgang Joson. Et j'avoue que j'étais vraiment très étonnée par le fait qu'un historien français a fait une étude détaillée de la Corée, et, notamment du président Park Chung-hee. Et je me suis dit à l'époque il est français, je suis coréenne, mais il connaît mieux que moi, même beaucoup mieux. Donc voilà. Alors on commence par cette question.
Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser particulièrement au président Park Chung-hee? Alors c'est ancien, c'était il y a 20 ans, en 2003. J'ai vu à la télévision française un documentaire tiré d'une série américaine qui s'appelle People Century. Et c'était un épisode qui s'appelait Asia Rising et qui parlait en fait du développement du Japon et de la Corée du Sud dans les années 50, 60 et jusqu'au début des années 90. D'accord. Et je me souviens avoir regardé avec beaucoup d'intérêt l'histoire donc du développement de la Corée du Sud. Et dans ce documentaire, on voyait les images célèbres de la tentative d'assassinat du président Park Chung-hee du 15 août 1974. Et je me souviens que au moment où on voit ces images, donc le tireur Moon Se-gwang tire un peu partout, le président Park se cache, ensuite il se relève et il se tient debout, très concentré sur son pupitre. Et là, il déclare avec sa voix assez connue, 여러분들 하던 얘기를 계속 하겠습니다. Et ça m'a beaucoup impressionné. 이미지 보여주시겠어요? C'est ça. Ça m'a beaucoup impressionné. Ah, oui. J'ai été étonné de la discipline personnelle, de ce qu'on appelle le self-control du président Park. Et d'ailleurs, dans le documentaire, le commentaire disait To his legendary self-discipline, he continued. Donc le documentaire lui-même reconnaissait le caractère très comment dirais-je, posé et le sang-froid du président Park. Donc ça m'a intéressé et j'ai eu envie d'en savoir plus. D'accord. Mais alors à cette époque, j'étais encore jeune, j'avais un peu plus de 20 ans, je n'avais pas vraiment le temps de me consacrer au président Park, donc je travaillais sur l'histoire de l'Allemagne. Donc j'ai attendu encore 10 années supplémentaires avant de commencer vraiment à travailler sur lui. D'accord. Voilà. En fait, une personne normale, banale, je veux dire une personne comme moi, ne penserait même pas à terminer un discours dans cette situation. Et il ne faut pas oublier qu'on venait de tirer sur son épouse. Sa femme était en train de mourir. Ouais. Elle était évacuée et lui, il continue. Et j'ai été très surpris. Et je montre chaque année ces images à mes étudiants. Ah, ces images-là. Oui. Ah. Et chaque année, les étudiants sont très impressionnés. D'accord. Et pour moi, c'est un résumé de l'idée qu'avait Park Chung-hee du sens de l'État et de la priorité de la conduite de l'État. Et je pense qu'on pourrait discuter pendant des heures sur ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là, mais peut-être une hypothèse, une possibilité, c'est qu'il avait l'impression que s'il montrait sa faiblesse, s'il partait ou s'il s'enfuyait en Corée du Nord ou ailleurs dans le monde, on allait voir de la lâcheté ou voir toute la faiblesse de la Corée du Sud et de l'État sud-coréen. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je pense que c'est ça. Et pourtant, Park Chung-hee, et on le sait, aimait très profondément sa femme. Et il a été extrêmement dévasté par le décès de son épouse. Voilà. Malgré ça, il considérait probablement que la nation coréenne, l'État coréen, passait avant son intérêt personnel et ses préoccupations personnelles. C'est comme ça qu'on peut l'interpréter. Mais je n'étais pas dans la tête du président Park à ce moment-là. Mais c'est une meilleure interprétation que j'ai eue dans ma vie. Voilà. Alors, j'étais impressionnée par votre prononciation coréenne. Est-ce que vous avez appris le coréen? Non, c'est parce que j'ai vu les images de cette tentative d'assassinat peut-être 50 fois. Alors à la fin, je commence à 여러분들 하는 얘기를 계속 하겠습니다. Je connais bien maintenant. J'ai ça en tête en fait. Voilà. C'est super, c'est incroyable. Alors, en Corée, vous êtes bien connu en tant qu'historien français qui insiste pour mettre Park Chung-hee dans les manuels scolaires français. Et je me souviens bien que c'était chez Atier paru en 2019. 이게 뭐냐면 그 2019년에 프랑스 아띠에라는 출판사가 우리나라에 거의 무슨 교학사 같은 정도의 그 출판사거든요. 거기서 고등학교 2학년 역사책에 저렇게 한 페이지 이상 박정희 대통령에 대한 물론 사진이 크긴 하지만 그 기사가 저 내용이 실렸어요. 이걸 이제 교수님께서 당시에 이렇게 노력을 하셔가지고
저렇게 실렸는데 물론 프랑스가 수업 시간에 이 교과서를 가지고 위주로 공부는 하진 않지만 그래도 중요하게 보는 참고 자료인데 굉장히 엄청난 일을 하신 거죠. 네, 이 이야기를 좀 묻겠습니다. C'est vous qui en fait a écrit les textes pour... Alors, j'ai écrit le texte, mais je dois remercier ici le directeur du manuel, mon collègue Hugo Billard, qui a dirigé le manuel et qui a accepté que je propose cette photographie et ce texte, sans aucun problème d'ailleurs, hein, on en a discuté ensemble. Donc je le remercie beaucoup parce que c'est grâce à lui que j'ai pu évoquer quelque chose qui pour moi est très important et qui n'est pas connu. Même parmi beaucoup d'historiens. Et cette photographie, pour moi, c'est un symbole très fort parce qu'on a là le président d'un État qui est issu d'une nation divisée en deux, qui est devant la séparation d'une autre nation divisée en deux. Et je pense que pour Park Chung-hee, c'était très important d'aller devant le mur de Berlin. D'abord, c'est un acte de courage, de montrer qu'il n'a pas peur de voir la frontière avec l'Allemagne de l'Est. Et puis ensuite, je crois que c'est une manière pour lui de se rendre compte de ce que représente aussi la séparation entre les deux Corées. Puisqu'il n'allait pas sur la DMZ, c'était impossible évidemment d'y être présent pour des raisons de sécurité. D'accord. Alors qu'est-ce que vous avez écrit en fait dans ce... Alors là, j'ai voulu montrer en fait que Park Chung-hee était à la fois conscient du problème lié à cette division et qu'il avait ensuite été le premier initiateur d'un dialogue entre les deux Corées avec le président Kim Il-sung, qui voulait aussi ce dialogue. Et donc, il ne faut pas, à mon avis, il faut être très conscient de cela. Ça n'est pas, Kim Dae-jung a fait avec la Sunshine Policy une étape importante aussi dans le dialogue, mais c'est pas lui qui a commencé. C'est Park Chung-hee qui a commencé ce dialogue en 1970 et qui a amené à des rencontres et à une déclaration en 1972. Oui, c'est ça, c'est voilà. ça. Y a-t-il la possibilité pour que plus de contenu du président Park Chung-hee soit inclus dans les manuels scolaires français à l'avenir? Parce qu'il n'y a que ça en fait chez Atier. Oui. Alors, dans les manuels scolaires, c'est-à-dire de la 6e jusqu'à la terminale, je pense que ça va être difficile parce que les programmes ne sont pas concentrés sur la Corée. Donc ça va être très dur. On peut le faire, mais on ne peut pas le faire dans le cadre des cours, mais peut-être sur des travaux spéciaux, sur un exposé spécial, un dossier documentaire. Mais ce sera difficile de mettre des pages entières sur Park Chung-hee. Ça, je n'y crois pas. Par contre, dans les manuels universitaires ou dans les manuels pour les classes préparatoires, je l'ai un peu fait déjà. C'est-à-dire dans plusieurs manuels, aux presses universitaires de France ou aux éditions Ellipse, j'ai essayé de parler à plusieurs reprises de Park Chung-hee, à la fois son œuvre économique et son œuvre géopolitique, si je peux dire, c'est-à-dire son travail pour mettre la Corée comme un acteur véritable de la guerre froide et redonner à la Corée une place puissante dans le jeu géopolitique de la guerre froide. Voilà. Alors, ce sont quelques lignes à chaque fois, mais dans de nombreux manuels. D'accord. Donc peut-être qu'il n'y aura pas plus de contenu, mais il y aura plus de manuels. C'est bien. Déjà, Atier est une publication, une maison d'édition très connue. Oui. En plus, consacrer 8 pages complètes, plus une page sur le président Park Chung-hee dans le manuel. C'est pour le second ou premier? C'est première. C'est déjà extraordinaire, quelque chose d'extraordinaire. Donc bravo. Merci. Alors, après, le président Park Chung-hee a toujours insisté l'esprit de on peut le faire, 할 수 있다, auprès des peuples coréens, ce qui a amené à un mouvement Sémaeul. Et voilà, c'est très important pour les Coréens. En fait, c'était un esprit qui a éclairé les peuples coréens sur le concept de la liberté, auto-économie ou autodéfense. Et qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est cette idée de, je pense, le Sémaeul, je vais en reparler dans une prochaine conférence dans quelques jours, mais il y a cette idée de communauté et de faire confiance à la communauté. Et je crois que ça, c'est au cœur de la philosophie du président Park Chung-hee. Pour vous répondre, peut-être que je vais citer les propos d'un de mes étudiants que j'ai eu cette année
et à qui j'ai demandé d'écrire un petit texte sur son impression sur le président Park Chung-hee. C'est un étudiant qui s'appelle Jimmy. Je peux citer, il m'a dit je pouvais citer son prénom. Et voilà. Et il a écrit la chose suivante. Park a su convaincre son pays et avancer avec. En effet, l'envol du dragon, donc il parle de décollage de la Corée, ne s'est pas fait grâce à une seule personne. Park a donné une place essentielle au peuple dans la reconstruction du pays. Il a su faire accepter un système autoritaire pour avancer et gagner la confiance de son peuple. Wow. Donc, et mon étudiant conclut, je pense que cela est le fondement de la réussite miraculeuse et rapide de la République de Corée. Donc, je trouve que c'est très touchant parce que c'est une manière de dire que, voilà, Park Chung-hee a placé la communauté, le peuple et le sentiment d'appartenance à une même communauté au cœur de sa philosophie. Voilà. Alors bien sûr, ça implique des sacrifices, ça implique cette philosophie du can-do qui est cette idée de pouvoir se dépasser, mais c'est quelque chose qui a fonctionné et on le voit à travers le mouvement Semaeul. Oui, ça a bien marché. Ça a bien marché. Voilà. Ouais. C'est très unique. Quand on est historien, il faut regarder les faits et les résultats. Le résultat, c'est que le mouvement Semaeul a fonctionné. Voilà. Bien fonctionné. C'est étonnant qu'un étudiant, un élève français qui a dit ça, qui a écrit ça. Alors en fait, j'ai remarqué que cet étudiant, à plusieurs reprises dans les examens, il citait le président Park Chung-hee. Donc à la fin de l'année, je lui ai dit, est-ce que ça ne vous dérange pas d'écrire un petit texte et est-ce que ça ne vous dérange pas si je vous cite voilà. Super. Il s'appelle Jimmy. Oui, il s'appelle Jimmy. Merci Jimmy. Voilà. Alors, on sait déjà que le président Park Chung-hee appréciait beaucoup la philosophie du gouvernement de Gaulle et que les deux présidents ont même échangé des lettres, n'est-ce pas? Et en particulier, les deux présidents valorisent l'autodéfense et l'autodéveloppement et ils ont fait même des efforts pour la production de l'énergie nucléaire. Ouais, donc, tu vois, quels sont les points commun entre ces deux présidents et s'il y en a les points différents? Alors d'abord, effectivement, je vais souligner, si vous permettez, juste effectivement qu'il y a une proximité entre De Gaulle et Park Chung-hee. Ils ont échangé des lettres, notamment à la fin des années 1960. 1960. Voilà, autour de Park Chung-hee était inquiet de la menace nord-coréenne et il a écrit au président De Gaulle pour lui faire comprendre que la Corée du Nord était dangereuse puisqu'il y avait des troupes françaises en Corée du Sud qui étaient reparties, qui étaient revenues en France depuis les années 1960 en fait. Voilà. Ah, et donc, il y avait une côte française qui il y avait quelques soldats français voilà, qui étaient repartis. Et donc ça inquiétait le président Park qui voulait que le président De Gaulle soit conscient. Mais plus important que ça, et peut-être ça beaucoup de gens ne le savent pas, le président Park Chung-hee a failli faire une visite officielle en France dans les années 60. En fait, il était prévu en 1964 que le président Park Chung-hee aille en Allemagne, en France et en Égypte. D'accord. Mais à l'époque, la Corée du Sud était encore un pays pauvre et il avait fallu, vous savez, louer un avion d'une compagnie allemande et ça coûtait très 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 cher. Et donc pour des raisons financières, Park Chung-hee a préféré renoncer à ce voyage en France. C'est vraiment dommage. C'est très dommage, en effet. Mais à cette époque, l'ambassadeur français en Corée, Roger Chambard, qui est mort en 1982 et qui, je crois, est enterré en Corée, avait de très bonnes relations avec Park Chung-hee. Et donc, ça avait permis un rapprochement entre les deux pays, entre les deux dirigeants. Voilà. Mais ça a été prévu. Et il y a eu un autre projet en 1971 de visite officielle du président Park en France. Mais là aussi, on a renoncé parce que c'était juste avant l'élection présidentielle de 1971. Et Kim Dae-jung devait aller en France au même moment. Alors, comme il y avait l'élection présidentielle, c'était difficile que les deux personnalités, les deux candidats se rendent à plus ou moins au même moment en France. Donc, ils ont préféré y renoncer. Mais c'est vrai qu'on devait louer en avion pour la visite officielle du président. Et donc c'est pour des raisons financières. Et je pense il faut aussi prendre ça en compte. Park Chung-hee et le gouvernement sud-coréen ne voulaient pas ruiner le pays pour une visite officielle. Donc on renonce et on revient en Corée. Mais c'est important parce que tous les présidents n'auraient pas fait ça. Hein. Oui. Voilà.
Donc les points communs entre les deux présidents. Ah oui, pardon. Alors, excusez-moi. Alors, je pense que le premier point commun, c'est que De Gaulle et Park ont tous les deux beaucoup lu, beaucoup écrit et beaucoup travaillé à la connaissance du monde. Park Chung-hee, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionné et quelqu'un qui a beaucoup lu quand il était jeune et beaucoup écrit. Et De Gaulle a aussi beaucoup lu, beaucoup écrit, s'est beaucoup documenté sur l'histoire du monde. Ça leur a permis d'avoir une connaissance de l'extérieur et donc de savoir comment fonctionnaient les autres peuples, les autres cultures, les autres nations. Ça, c'est un premier point commun. Deuxième point commun, c'est que ce sont tous les deux étaient des soldats qui ont vu leur pays détruit par la guerre. De Gaulle a vu la France détruite par la Première et la Seconde Guerre mondiale. Park Chung-hee a vu la Corée détruite, alors déjà abîmée par la colonisation japonaise, et détruite par la guerre de Corée. Il n'y avait rien après. Et donc ça leur a donné quand même une vision commune de ce qu'il fallait faire pour reconstruire un pays. Et le fait d'avoir été soldats, ça leur a donné à tous les deux une discipline, une rigueur, peut-être aussi une volonté d'être parfois un peu autoritaire, d'aller rapidement, de ne pas perdre de temps, ça c'est vrai, il faut le dire. Le troisième point commun, le plus important, c'est que je crois qu'ils avaient tous les deux une vision de leur pays pour l'avenir. De Gaulle a écrit « Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France ». Eh bien, je pense que Park Chung-hee aurait pu écrire « Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la Corée ». Et donc, ça c'est vrai. En fait. Et c'est vrai. Oui. Et De Gaulle, comme Park, ont réfléchi sur l'histoire de leur pays. Et donc, ça, je pense, ça leur a permis de définir une vision de l'avenir de leur pays. Mais pas l'avenir à 5 ans, l'avenir à 20, 30, 50 ans. Il n'y a pas beaucoup de personnalités qui sont capables de faire ça. Et le dernier point commun, c'est qu'ils sont arrivés au pouvoir tous les deux dans un contexte de crise politique, de crise économique et peut-être aussi de crise sociale. Ça, c'est important. Alors, et ces 4 points communs, je pense qu'il faut les concevoir dans cet ordre-là. Hein? La culture, la connaissance du monde, la personnalité de soldat qui a vu le pays détruit, la vision pour le pays et l'arrivée au pouvoir dans un contexte spécial. Alors, ça m'amène à parler des différences. La première, c'est que, bien sûr, il y a une différence d'âge. De Gaulle est né en 1890 et il est né dans une France qui est déjà une république, qui fonctionne bien. Park Chung-hee est né en 1917, 27 ans plus tard, alors que son pays n'existe plus. Son pays a été annexé par le Japon. C'est ça, c'est ça. C'est pas du tout la même chose. La deuxième différence, c'est que De Gaulle a été, pendant la Deuxième Guerre mondiale, le chef de la France libre. Et il a fait partie des pays alliés qui sont les grands pays vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Park Chung-hee n'était pas ça. Park Chung-hee, pendant la Seconde Guerre, il était soldat et il n'a pas dirigé un mouvement de résistance. Alors, c'est important parce que De Gaulle, quand il arrive au pouvoir en 1944, puis en 1958, il a ce prestige d'avoir été le chef de la France libre. Donc ça, c'est une différence importante. La troisième différence, c'est qu'ils arrivent au pouvoir dans un contexte de crise, mais c'est un contexte de crise différent. De Gaulle arrive d'abord en 1944 comme chef du gouvernement provisoire à la fin de la Deuxième Guerre. Là, il faut tout reconstruire. Et il revient en 1958. Bien sûr, il y a une crise politique, puisqu'il va changer de république, nouvelle constitution, comme le président Park a fait la même chose. Mais la France est quand même un pays prospère, assez riche, un pays qui est une des premières puissances mondiales. Voilà. Quand Park Chung-hee arrive au pouvoir en 1961, la Corée du Sud est un pays très pauvre, en proie au chaos, à l'anarchie, et puis surtout, il n'y a pas de tradition démocratique en Corée du Sud. Tandis que De Gaulle, il devient chef du gouvernement provisoire, puis président de la République, alors que la France a une vieille tradition républicaine. C'est une différence importante.
Voilà. Oui. En fait, en plus, on avait la Corée du Nord Oui, bien sûr. La dernière différence, mais ça, j'allais dire, on peut l'appliquer à n'importe quelle période de la vie de Park et de De Gaulle, c'est le contexte international, bien sûr. La France, à la fin des années 50, est un pays qui est, comme je l'ai dit, reconnu, respecté, puissant dans le monde. En difficulté quand même, parce qu'il y a la guerre d'Algérie, et la France est critiquée pour refuser de donner l'indépendance à l'Algérie. Voilà. Mais la Corée du Sud, c'est terrible. On est dans un contexte de pauvreté, de désordre qui est très important. Et surtout, la Corée du Sud est vue par le monde comme une victime, comme un pays qui ne peut pas se débrouiller tout seul, qui a besoin de l'aide américaine. Mais ça, c'est terrible. Je pense que c'est terrible parce que quand vous dites à un peuple qu'il est dépendant des autres, il a beaucoup de mal à se construire lui-même. Et je crois que ça, c'est un des grands aspects de l'œuvre du président Park, c'est d'avoir dit il faut sortir de cette impression d'être une victime, d'être des petits malheureux, des petits gens faibles. C'est pas vrai. Nous avons, c'est ça le can-do aussi. Nous pouvons faire de grandes choses et nous allons les faire. C'est pour ça qu'il a dit c'est ça, exactement. On peut le faire et on va le faire. On va le faire. Et on l'a fait. C'est ça, c'est ce qui est important. Alors, je me rappelle que l'année dernière, lors de l'entretien avec Wolfgang Joson, vous avez dit que pour comprendre l'histoire, il est important de comprendre d'abord le contexte de l'époque plutôt que d'évaluer le passé du point de vue d'aujourd'hui. Et c'est très intéressant, très important, surtout pour les jeunes Coréens. En fait, vous le savez déjà, en Corée, il existe des évaluations négatives du président Park Chung-hee sans compter les contextes, tels que le coup d'État militaire et notamment Yushin. Compte tenu du contexte de l'époque, que pensez-vous de ces évaluations négatives? Alors, c'est une question difficile. D'abord, il faut respecter tous les points de vue. Ça, c'est très important. Et moi, j'ai parlé, et je parle beaucoup avec des personnes, ou des historiens aussi, qui ont un point de vue très négatif sur Park Chung-hee. Et j'écoute ce qu'ils disent. Des fois, c'est très intéressant, et j'apprends des choses. Et je pense que ça, c'est fondamental, parce qu'il faut être toujours nuancé quand on est historien. Si on commence à dire Park Chung-hee n'a fait que des bonnes choses, c'est pas possible. Il faut être nuancé. Et pareil, si on dit Park Chung-hee n'a fait que des mauvaises choses, ça ne va pas non plus. Donc, moi, je respecte vraiment tous les points de vue. Et je crois que si on évoque le coup d'État de 1961 et la constitution Yushin, il faut différencier les deux. D'abord, le coup d'État de 1961, ça n'est pas comme au Chili en 1973. C'est pas la prise de pouvoir par le général Pinochet avec des victimes, des morts, etc. Il y a des arrestations, mais il n'y a pas un bain de sang. Ça ne se fait pas dans une atmosphère de guerre civile, pas du tout. D'ailleurs, ce coup d'État est approuvé par le président Yoon Po-sun, qui accepte ce coup d'État, qui l'approuve, qui considère que c'est une bonne solution. Oui, c'est ça. La deuxième chose, c'est que Park Chung-hee est à la tête de jeunes officiers qui sont en rupture avec la hiérarchie militaire. Il ne faut pas oublier. Les généraux de l'armée sud-coréenne à cette époque, les vieux généraux, ils sont un peu corrompus. Et Park Chung-hee et les jeunes officiers de l'armée veulent en fait changer un peu les mentalités. Et il n'y a en fait qu'à peu près 3000 officiers et soldats de l'armée qui font le coup d'État sur 800 000 soldats dans l'armée. Il ne faut pas oublier ça. Donc, ce n'est pas un coup d'État de l'armée. C'est un coup d'État de quelques officiers qui veulent changer le destin de leur pays et qui ont peur de l'anarchie et du chaos et du désordre. Ça, c'est important. Voilà. Et la troisième raison pour laquelle il faut considérer le coup d'État de façon très particulière, c'est que encore une fois, c'est une différence avec le coup d'État au Chili en 1973 qui était soutenu par les États-Unis. Là, le coup d'État n'est pas du tout soutenu par les États-Unis. Les États-Unis sont très inquiets. Ils pensent que Park Chung-hee est communiste et ils ont des inquiétudes. Oui, parce qu'il a fait partie il y a longtemps d'un parti ouvrier et tout. Et donc, ils ont beaucoup d'inquiétudes. Et Park Chung-hee doit aller aux États-Unis rencontrer le président Kennedy pour lui expliquer ce qui s'est passé. Le coup d'État de 1961, c'est très particulier. Ça ne peut pas être comparé à d'autres coups d'État qui ont eu lieu dans le monde à la même époque. En fait, je viens de parler que le président Yoon Po-sun, il a dit que c'était le moment. Oui, bien sûr. En plus, la Corée était vraiment très désordonnée.
ça ne marchait pas. La Deuxième République avait probablement des bonnes intentions. Ouais. Je suis certain que les gens avaient des bonnes intentions. Ça ne fonctionnait pas. Pour de nombreuses raisons, ça ne marchait pas. En plus, si on te parlait qu'il y a beaucoup de gangsters qui rendaient la vie difficile au peuple coréen. Mais l'un des premiers gestes du président Park, alors je montre les images à mes étudiants, ils ont brûlé des marchandises qui étaient vendues au marché noir. C'est vrai. Alors c'est très impressionnant ça. Parce qu'il dit, voilà, il faut arrêter avec ça. On ne peut pas continuer de cette façon parce que le système, jamais on ne trouvera des bases saines pour le développement. Et donc on voit les bûchers avec tous ces produits au marché noir qui sont brûlés. Impressionnant, hein, quand même, impressionnant. Alors, quand je pense à l'époque Yusin, je pense à Napoléon Ier. Pourquoi? C'est parce que, pour moi, Yusin semble constitutionnellement être en retrait de la démocratie. Mais en fait, c'était une époque où le cadre de la démocratie a été établi en protégeant le pays des menaces de la Corée du Nord et en complétant l'économie autonome et l'autodéfense. Et dans le cas de Napoléon Ier, le peuple français avait reconnu Napoléon comme empereur juste seulement 10 ans après l'exécution de Louis XVI. Et donc, d'une certaine manière, cela semble un recul de la démocratie, mais en fait, de nombreux facteurs qui ont conduit la France à devenir un pays puissant comme aujourd'hui ont été créés sous le règne de Napoléon Ier. Et c'est la raison pour laquelle je trouve qu'il y a une ressemblance entre l'époque de Yusin et le régime de Napoléon Ier. Alors, comment voyez-vous de ma proposition? Alors, deux choses très intéressantes. Sur la constitution Yusin, j'explique toujours à mes étudiants que c'est très complexe. On est dans une situation particulière en 1971 et pour moi, il y a trois raisons importantes qui expliquent que le président Park a décidé ces changements constitutionnels. D'abord, il y a eu l'état d'urgence en 1971 et après la constitution Yusin. Les trois raisons, c'est pour moi une raison politique, de politique intérieure, c'est-à-dire président Park voit l'opposition qui monte aux élections et il a peur que l'opposition cesse sa politique anticommuniste et se rapproche de la Corée du Nord et donc se montre en situation de faiblesse vis-à-vis de la Corée du Nord. Et ça l'inquiète beaucoup. La deuxième raison, c'est une raison économique. C'est-à-dire que Park considère, c'est comme ça qu'il l'écrit, considère qu'il ne faut pas ralentir les efforts. Et il a peur que si il n'est plus au pouvoir, que si l'opposition gagne les élections, sa stratégie de développement économique soit arrêtée, soit interrompue. Et ça, il dit, il ne faut pas faire ça, parce que si on fait ça, on s'arrête au milieu, en français on dit au milieu du gué. C'est-à-dire on n'a pas encore franchi le fleuve et on s'arrête. Et ça, c'est une peur qu'il a. Et la troisième raison, c'est une raison de politique internationale. En 1971, les Américains ont retiré des soldats. Il y a une perte de soutien qui inquiète le président Park et qui ne veut pas renoncer à développer la défense coréenne, qui ne veut pas renoncer à faire que la Corée du Sud soit un État fort dans une Asie où petit à petit le communisme gagne du terrain. Donc ce sont les trois raisons qui justifient pour le président Park la mise en place de la constitution Yusin. Voilà. Alors, vous avez évoqué Napoléon. Je pense que c'est une comparaison intéressante d'abord parce que, vous le savez, Park Chung-hee avait beaucoup d'admiration pour Napoléon, il s'est beaucoup inspiré de Napoléon. Napoléon a donné à la France ce qu'il appelle les masses de granit, c'est-à-dire des éléments de droit institutionnels, des normes qui existent encore aujourd'hui. Oui, c'est ça. Voilà, le code civil, le code pénal, le Sénat. Alors bien sûr, il y a eu beaucoup de changements, c'était il y a plus de 200 ans, mais il y a eu beaucoup de changements. Bon. Et donc, l'œuvre de Napoléon, à l'époque, a été considérée parfois comme celle d'un tyran, de quelqu'un de très autoritaire. Et puis il ne faut pas oublier non plus que Napoléon a fait de très nombreuses guerres, beaucoup de guerres. Il a fait perdre beaucoup de soldats à la France. Mais Napoléon a eu des mots intéressants quand il était en exil sur l'île de Sainte-Hélène. Il a dit « Si je fusse mort sur le trône », ça veut dire si j'étais mort pendant mon règne,
si je fusse mort sur le trône, dans les nuages de la toute-puissance, je serais demeuré un problème pour bien des gens. Aujourd'hui, grâce au malheur, chaque heure me dépouille de ma peau de tyran. Ça veut dire, maintenant que je suis en exil et que j'ai été vaincu, exilé, chaque jour qui passe, on commence à se rendre compte que je n'ai pas été seulement un tyran et un personnage mauvais, en fait. Et j'aime beaucoup cette citation parce qu'elle montre l'importance du recul à avoir. Au moment de la constitution Yushin, et pendant ces années-là, le président Park Chung-hee avait des gens qui le soutenaient, mais aussi des opposants très forts. Et à l'extérieur, en France aussi un peu, il était vu comme un personnage très autoritaire, qui avait fait quelque chose d'excessif. Voilà. Et avec du recul, peut-être plus de 50 ans après, on peut nuancer un peu cette appréciation. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, il est important d'avoir du recul sur cette période et de ne pas être trop prisonnier d'un jugement immédiat ou d'un jugement systématique. Voilà ce que j'ai à dire. Mais je reconnais que c'est une période qui est encore un peu controversée et c'est normal parce que on est dans des années difficiles. C'est le moment où la Corée du Sud dépasse la Corée du Nord économiquement. C'est le moment où la défense sud-coréenne se développe. C'est le moment aussi où la population sud-coréenne commence un peu à s'enrichir, un peu plus, à devenir plus urbaine, où les gens sont plus éduqués, où de plus en plus de Coréens vont à l'université, grâce au président Park, qui a développé les universités. Et moi, je me souviens des propos d'un ancien ambassadeur de Corée du Sud en France qui m'a dit « Quand j'étais jeune, j'ai manifesté contre le président Park. Oui. Et après, j'ai réfléchi. » Moi, ce qui me fait mal au cœur, vraiment, ce qu'il a dit quand il a décidé de faire le Yushin, il a dit « cracher sur mon tombeau ». Est-ce que vous connaissez cette... Oui. Si vous n'êtes pas content, vous cracherez sur ma tombe. Alors, on peut interpréter ça de différentes manières. Il ne faut pas oublier que Park Chung-hee est quelqu'un qui vient d'un milieu très pauvre, qui a grandi dans des conditions difficiles. Il était petit, chétif, de faible constitution. Il a souffert physiquement dans son enfance. Il a été soldat. C'était un personnage qui pouvait être dur. Et donc cette dureté, ça l'a amené à dire si vous n'êtes pas content, tant pis. Mais l'autre interprétation qu'on peut faire, c'est de dire que Park Chung-hee avait en tête l'intérêt de l'État, l'intérêt de la nation coréenne, et de dire si je ne suis pas populaire, ça n'est pas grave. Parce que ce que je fais, je le fais parce que j'ai une vision pour mon pays. Et une vision, un projet pour la Corée du Sud et parce que je veux sortir la Corée du Sud de la pauvreté. C'est ça. Et tant pis si certaines personnes ne sont pas d'accord, tant pis si certaines personnes ne sont pas contentes. Certains critiques disent « Ah, le président Park Chung-hee avait un problème avec la démocratie. » Mais c'est un peu normal. Il est né en 1917 dans un pays colonisé par le Japon qui n'a jamais connu la démocratie. Il était soldat. Il est arrivé au pouvoir par un coup d'État. On ne peut pas tout attendre d'une seule personne. Je ne suis pas surpris du fait qu'il n'était pas toujours patient, en effet, avec le jeu démocratique, bien sûr. Moi, je veux dire auprès des gens qui disent Park Chung-hee est un dictateur et puis Yushin a tué la démocratie. Moi, je veux dire qu'en fait, à l'époque, la situation internationale fonctionnait vraiment défavorablement pour la Corée à cause avec la Corée du Nord. Et puis, je veux dire que quand il a dit cracher sur mon tombeau, moi, je pense que Park Chung-hee, il était déjà au courant que si il fait Yushin, ce serait aussi dangereux pour lui, mais il devait décider pour l'avenir de la Corée. Oui. C'est pour ça que ça fait vraiment mal au cœur. Je pense que Park était un personnage assez fataliste. C'est-à-dire qu'il croyait au destin et il disait si mon destin c'est d'être impopulaire et de mourir au service de mon pays, je l'accepte. Et peut-être il avait vu qu'il terminerait assassiné, je ne sais pas. Il y a quelque chose de très particulier chez Park dans cette idée que
tant pis, c'est mon chemin, je le suis. Mais en tout cas, il ne pouvait pas arrêter de développer la Corée. Ah non. Et quand on regarde le résultat aujourd'hui, les taux de croissance en Corée dans les années 70 sont très importants. Voilà. Alors, quand on a parlé de Napoléon disait l'impossible n'est pas français. C'est une citation mondialement célèbre. Et il existe de nombreuses citations célèbres faites par le président Park Chung-hee. Avez-vous une citation préférée? Alors, il y en a beaucoup, comme vous dites, il y en a beaucoup. Alors, il y a un ouvrage qui a été, je vais le montrer ici, voilà. Il y a cet ouvrage qui a été traduit en français à la fin de l'année 1979. Par qui? Au moment, c'est Park Chung-hee qui a écrit. Ah, d'accord. Voilà, c'est un ouvrage en Nations Pass, c'est le titre anglais. D'accord. Et c'est un ouvrage qui a été traduit en français à la fin de l'année 1979. Et comme c'est un ouvrage qui est paru à la fin de la période de présidence de Park Chung-hee, il y a beaucoup d'éléments à l'intérieur qui sont intéressants puisqu'il fait un résumé en fait de son œuvre. Alors, il y a plusieurs citations que je trouve intéressantes. Est-ce que je peux en faire deux? Est-ce que vous m'autorisez deux citations? Bien sûr, même plus. Alors, non, parce qu'il ne faut pas être trop long, mais le livre est très bien fait. Alors, il y en a une que j'aime beaucoup et où Park Chung-hee dit la chose suivante. Quand on parle du miracle économique sud-coréen, comme si ça ne pouvait pas s'expliquer, il écrit « Les miracles sont le résultat de l'action, des efforts et de la volonté de l'homme décidé à réussir coûte que coûte. Et le progrès économique dépend entièrement de l'effort humain. » Donc ça, je pense que c'est tout à fait intéressant. Il y en a une autre que j'aime beaucoup. Il est toujours plus difficile de construire que de démolir. Alors je trouve que c'est une très bonne citation. Oui. Démolir, tout casser, faire la révolution, je ne vais pas dire que c'est pas si compliqué, mais construire, avoir un projet, s'investir pour le pays, c'est difficile. Depuis zéro. Depuis zéro, c'est très difficile. Et je pense que ça résume beaucoup sa philosophie. Plus difficile de construire que de démolir. Voilà. Très bien. Alors, à l'heure actuelle en Corée, il existe clairement des forces ou des hommes qui militarisent l'histoire déformée et nous empêchent d'évaluer de façon objective le président Park Chung-hee et nous empêchent aussi de regarder correctement notre histoire moderne. En particulier, cela se voit chez les jeunes qui n'ont pas connu l'époque de Park Chung-hee, mais ils disent, ils comprennent mal. En fait, c'est un résultat d'un mauvais enseignement de l'histoire dans les écoles publiques. Et à cet égard, quel conseil vous aimeriez donner aux jeunes coréens? Alors, je n'ai pas de jugement à porter sur l'enseignement de l'histoire en Corée. Là, je n'ai aucun jugement à donner sur cet enseignement. Je vais donner aux étudiants coréens le même conseil qu'à mes étudiants. D'abord, approfondissez. C'est-à-dire, il ne faut pas se contenter seulement d'une émission de 10 minutes sur YouTube. Il faut aller plus loin. Explorer différentes sources, peut-être. Ça, c'est important aussi. Et puis, je pense qu'une chose importante aussi pour les jeunes Coréens, c'est d'écouter et de parler avec leurs grands-parents et avec leurs parents, avec leurs arrière-grands-parents. Ça, c'est très important. Parce que leurs grands-parents, surtout, maintenant c'est les grands-parents, ont connu une Corée pauvre et connaissent aujourd'hui une Corée très riche. Et donc je pense que dans chaque famille, il faut interroger les parents et les grands-parents et dire comment c'était dans les années 70, comment c'était dans les années 60, comment c'était dans les années 80, après la période Park aussi. D'abord parce que je sais que la famille c'est important en Corée. Ensuite, parce que je crois que transmettre son témoignage, c'est important. Et enfin, parce que je sais que les jeunes Coréens aujourd'hui, comme les jeunes Français, sont très sentimentaux, très attachés aussi à leur ressenti, à leurs sentiments. S'ils parlent avec leurs grands-parents, s'ils interrogent leurs grands-parents, s'ils regardent des photos des périodes précédentes, ils vont aussi, je pense, apprendre beaucoup sur la manière dont on a vécu cette période. Parce qu'il y a l'histoire des livres, bien sûr, où on explique les décisions du président Park, les résultats économiques, bon, c'est très bien. Mais il y a l'histoire intime
l'histoire des familles, l'histoire personnelle. Et moi, je cherche toujours à rencontrer des personnes âgées coréennes pour parler avec elles et pour leur demander, voilà, comment c'était. Et quand je fais mon cours sur la période Park à mes étudiants, je leur fais écouter des témoignages de vieux Coréens. Voilà. Vous avez interviewé ou alors, pas des interviews que j'ai menées, mais qui sont tirées de documentaires. Des Coréens qui étaient pour Park et des Coréens qui étaient contre Park. Parce que c'est important d'avoir les deux points de vue. Voilà. Et ça permet de se faire une idée. D'accord. Voilà. Vous avez interrogé à vos grands-parents quand vous étiez... Bien sûr. Moi, j'ai écrit même l'histoire de... Enfin, j'ai écrit le témoignage d'un de mes grands-pères, oui. Et mon père a fait la même chose avec son propre père. Donc j'ai les témoignages de mes deux grands-pères sur leur histoire. Un siècle. Oui, voilà, c'est ça. Mon père a écrit l'histoire de son propre père. Il a fait un petit livre qu'il nous a donné. Et moi, avec le père de ma mère, je l'ai plusieurs fois interrogé parce que mon grand-père est né en 1917, la même année que le président Park. Il a fait la Deuxième Guerre mondiale et il était militaire. Donc il a été en Afrique, il a été en Asie, il a vécu en Asie. Et c'était très important pour moi d'avoir son témoignage. Comment il a vécu tout ça? Oui. Voilà. En livre, on ne peut jamais expliquer ce qui s'est passé vraiment. Non. Alors bien sûr, et ça je le dis aussi peut-être aux jeunes Coréens, il faut être prudent avec le témoignage, parce que c'est un point de vue très personnel. Et vous allez avoir des personnes qui ont vécu les choses différemment. Donc il faut être un peu prudent avec ça. Mais c'est très important de le faire. Donc ça, c'est un conseil vraiment que je peux donner aux jeunes Coréens. Parlez avec vos grands-parents, parlez avec vos arrière-grands-parents, si vous avez la chance encore de les avoir. Vraiment, écoutez-les. Écoutez-les parce que leur parole est très précieuse. Parce que nous sommes nés dans une période où, alors en France bien sûr, mais peut-être en Corée aussi, quand on est né dans les années 80, déjà la Corée du Sud avait décollé économiquement. Quand on est né dans les années 90 ou 2000, on a connu un pays toujours riche. Mais nos parents, nos grands-parents n'ont pas connu la même chose. Samsung et Hyundai. Mais c'est ça. Donc c'est très important. Je crois beaucoup à ça. C'est très important ce que vous avez dit. Merci. Et puis la force des liens familiaux. Oui, bien sûr. Et avant de passer à la question suivante, je vais expliquer un peu en coréen à notre spectateur. 제가 세바스찬 교수님과의 그 인터뷰를 준비하면서 알게 된 기사인데요. 김재규의 누나이신 분이 이 동생의 명예를 회복하고 싶다면서 박정희 대통령을 시해한 것은 당시 국가를 위한 일이었다는 이런 말도 안 되는 이야기를 하더라고요. 그것도 내용도 충격적인데 그것도 제가 가장 잘 보는 그 프랑스의 약간 보수 우파 성향을 갖고 있는 그 르포앙이라는 그 신문에서 저렇게 인터뷰를 했고 이 기사를 보고 제가 정말 화가 났습니다. 그래서 제가 사전에 교수님께 이 기사를 보여드렸거든요. 그래서 그 질문을 좀 드리겠습니다. Alors, en préparant notre entretien d'aujourd'hui, j'ai vu un article paru, c'était en 2020, chez le journal Le Point, qui m'était vraiment bouleversé. Vous avez vu en fait. Alors je connais, j'ai lu cet article. D'accord. Et je vais quand même dire avant, le journal Le Point est un très bon journal. Oui, voilà, attention. Je suis convaincue. C'est un journal, c'est une référence pour moi, c'est un très très bon journal, vraiment. Oui, tu vois les points en fait. Voilà, oui, d'accord, bon, parfait. En fait, déjà Le Point dit dictateur Park Chung-hee. Et l'article dit que la sœur de Kim Jae-gu se bat pour laver l'honneur de son frère condamné pour trahison. Elle dit que le crime fut commis pour le bien de tout le pays. Et pour moi, ça c'est insupportable. Déjà, l'assassin Kim Jae-gu a tué le président Park Chung-hee parce qu'il a voulu tenter un coup d'État. Et si vous me permettez que j'explique un peu la situation juste après le décès du président Park Chung-hee, à l'époque, Kim Jae-gu avait demandé au chef d'état-major de l'armée de rester à 50 mètres du lieu de l'assassinat. Et en fait, c'était quelqu'un qui deviendrait la personne la plus puissante en cas de la loi martiale d'urgence nationale une fois déclarée. Et heureusement, le vice-premier ministre d'alors, qui a pu voir clair dans sa tentative de coup d'État, a déclaré la loi martiale uniquement dans les régions autres que l'île de Jeju. Ce qui a finalement sauvé le vice-président et son cabinet d'alors, et en empêchant le coup d'État de Kim Jae-gu.
Donc Kim Jong-un a tué le président Park Chung-hee justement pour le coup d'État. Mais la sœur de Kim Jong-un prétend que le crime était pour le bien de tout le pays, car Park Chung-hee a fait le Yushin. Comment trouvez-vous cet article? Alors, c'est un thème un peu délicat. D'abord, je pense qu'il faut comprendre la douleur d'une sœur dont le frère est un assassin. Et je peux comprendre que cette femme cherche à rétablir l'honneur de son frère. Je peux comprendre. Parce que quand on... comment dirais-je, quand on touche à la mémoire d'une personne, on touche aussi à sa famille. Et donc je comprends que cette femme puisse souffrir de l'image de son frère. J'aimerais peut-être aussi que des fois les gens comprennent que la famille de Park Chung-hee peut souffrir aussi des gens qui ont une évaluation très négative du président Park. Je pense que c'est très difficile quand on est un petit enfant de grandir quand on répète toujours « Ah, ton père était un dictateur, ton père était un dictateur, ton père était un dictateur ». Ça fait mal aussi. Donc, il faut penser à ça dans les deux cas, je crois. Alors, pour ce qui est de l'assassinat de Park Chung-hee, on sait beaucoup de choses sur cette période quand même. On sait beaucoup de choses, même s'il y a toujours une part d'ombre et des zones de mystère. Mais sur Kim Jae-kyu, moi, je pense que l'argument consistant à dire qu'il voulait restaurer la démocratie n'est pas valable. N'est pas valable pour plusieurs raisons. D'abord parce que Kim Jae-kyu, depuis 1961, fait partie du régime de Park Chung-hee. Il a été souvent l'auteur de ce qu'on appelle un peu les basses œuvres du régime, c'est-à-dire qu'il a arrêté, torturé des opposants. Il a ordonné l'assassinat encore quelques jours avant la fin avant la mort de Park Chung-hee, de l'ancien directeur du KCIA, Kim Jong-guk, qui était réfugié en France. C'est une commission d'enquête de 2005 qui a établi que c'est Kim Jae-kyu qui a donné l'ordre de tuer Kim Jong-guk. Attention. Donc, je pense que Kim Jae-kyu est quelqu'un qui, du début jusqu'à la fin, a soutenu et a même fait partie des aspects les plus sombres du régime de Park Chung-hee. Donc on ne peut pas faire de ce personnage un opposant au régime, ça c'est faux. La deuxième raison, quand on dit qu'il voulait rétablir la démocratie, on est en octobre 1979, la constitution Yushin c'est 1972. Alors Kim Jae-kyu a mis 7 ans pour se rendre compte qu'il fallait rétablir la démocratie. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Troisième raison, Kim Jae-kyu était directeur du KCIA, des services secrets. Et on sait à cette époque qu'il était en conflit avec d'autres membres, je pense, Cha Chi-cho, des personnes qui étaient proches aussi de Park Chung-hee, et il y avait une lutte d'influence entre le chef de la sécurité, le directeur du KCIA, l'armée. Et Kim Jae-kyu, depuis de nombreuses années, est quelqu'un qui a des relations conflictuelles avec d'autres personnages de l'entourage de Park Chung-hee. Et puis la dernière raison, c'est que quand on examine un peu la vie de Kim Jae-kyu, il y a un côté souvent très opportuniste. C'est-à-dire que à certains moments, il le dit pendant son procès, « Ah, j'ai envisagé de tuer le président Park en 1974 ». Alors, c'est un peu surprenant quand même de dire que déjà, il avait eu cette idée-là il y a quelques années. 74, oui. Donc, je crois que le personnage de Kim Jae-kyu, à mon avis, ne peut pas être considéré comme un héros de la démocratie. Non, Kim Jae-kyu, pas du tout. Pas du tout. Ça ne me semble pas admissible. Ça me semble historiquement, je crois que les faits ne contredisent cette idée-là. Mais je pense que si on a cette image, ou on cherche à avoir cette image de Kim Jae-kyu, c'est aussi parce qu'il y a des séries ou des films qui veulent donner une image un peu de héros au personnage. J'ai vu le film The Man Standing Next avec Lee Byung-hun. Et j'ai eu l'impression que c'était une tentative pour faire de Kim Jae-kyu un personnage un peu héroïque,
parce que, en plus, personnage un peu, Lee Byung-hun est un très bel acteur, un peu de style hollywoodien, et donc de donner une dimension un peu positive, en quelque sorte, au personnage. Et dans ce film, alors, qui cinématographiquement est bien fait, hein, dans ce film, il y a une phrase que j'ai trouvée historiquement totalement fausse, c'est que juste avant de tirer sur le président Park, dans le film, Kim Jae-kyu, donc Lee Byung-hun, dit « Le pays est en ruine ». C'est totalement faux. C'est totalement faux. À la fin des années 1970, la Corée du Sud se développe. Et donc je pense que c'est le scénariste qui a voulu donner une justification. Oui. À Kim Jae-kyu pour assassiner. Mais le pays est en ruine, hein, c'est totalement faux. Ça n'a aucun sens. Voilà, donc peut-être ça fait partie d'un essai pour donner une dimension héroïque à Kim Jae-kyu. À mon avis, c'est perdu. C'est impossible. C'est impossible. Quand on examine la vie de Kim Jae-kyu, c'est quelqu'un qui, du début à la fin, a été impliqué aux côtés de Park Chung-hee. Voilà. Et je pense qu'il y a, à mon avis, pour cet assassinat, peut-être, comme vous l'avez dit, des raisons politiques, mais des raisons personnelles aussi. D'un personnage qui avait peur d'être chassé, d'être éloigné du pouvoir, et qui a perdu son sang-froid. Je ne parlais que Park Chung-hee n'était pas du tout content de Kim Jae-kyu parce qu'il a fait des bêtises. Bien sûr, absolument. Ouais, d'accord. Alors, le point dit dictateur Park Chung-hee. Selon vous, en tant qu'historien, qui pourrait être qualifié de vrai dictateur? Alors c'est une question difficile parce que le terme de dictature, enfin là il faudrait passer des heures sur ce sujet-là, ça se définit par rapport au degré de démocratie. Jusqu'où on étend les libertés et jusqu'où on les limite. Mais vous savez, nous parlions du général de Gaulle. Quand il revient au pouvoir en 1958, juste avant son arrivée au pouvoir, il y a des manifestations de la gauche française qui disent « le fascisme ne passera pas ». C'est-à-dire que certains pensent que De Gaulle veut être un dictateur. Et De Gaulle va avoir une très belle réponse devant les journalistes. Il dira « Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur ?» Et c'est une phrase très vraie et très drôle où il explique qu'il a rétabli les libertés publiques fondamentales, mais qui montre que la perception qu'on peut avoir, l'inquiétude qu'on peut avoir par rapport au pouvoir d'une seule personne peut être très forte, même dans des pays, surtout dans des pays où la démocratie existe. Et puis il y a aujourd'hui, même en France, actuellement, des gens qui disent que la France d'Emmanuel Macron, c'est presque une dictature. C'est n'importe quoi. La meilleure preuve, c'est que ces gens ont le droit de dire ça. Donc ça veut dire, bon, voilà. Donc, il y a une difficulté à définir la dictature. Aujourd'hui, le mot dictature, c'est un terme très négatif pour désigner un régime autoritaire. Mais il y a des très grandes nuances, des degrés de dictature, si je puis dire. Hitler, Staline, Mao Zedong, ce sont les pires exemples qu'on peut imaginer. Et il y a des vraies dictatures. Oui, je vais en reparler. Je sais à qui vous pensez. Ouais. Et donc, j'utilise souvent pour les pays comme la Corée du Sud dans les années 60 et 70, le terme de présidence autoritaire, ce qui est un peu différent. Il ne faut pas oublier que dans les années 60 et 70, il y a très très peu de démocratie libérale dans le monde. La très grande majorité des pays, ce sont des régimes autoritaires. Et moi, je serais habitant de ces pays-là, qui ont connu les régimes autoritaires, je n'aimerais pas qu'on me répète tout le temps « Ah, c'était une dictature, c'était une dictature, c'était une dictature ». Donc, il faut utiliser le terme avec un peu de prudence, je pense. Et il faut contextualiser toujours la Corée du Sud à l'époque du président Park. D'abord, encore une fois, il y a très peu de démocratie dans le monde. L'essai de démocratie parlementaire en Corée du Sud en 1960 ne marche pas. Et il y a cette peur de l'anarchie. Donc, pour Park et pour les autres officiers, il y a cette idée que la démocratie, maintenant, ça n'est pas possible.
La deuxième raison, c'est qu'il n'y a pas de tradition démocratique en Corée du Sud. En France, ça nous a pris des dizaines, voire des centaines d'années pour parvenir à la démocratie. Donc, quand il n'y a pas de tradition démocratique, on pense que la solution, c'est le régime autoritaire. Et puis la troisième raison, c'est que la menace communiste, la menace du Nord, est très forte à cette époque. Oui, c'est ça. Et donc, pour répondre à votre question, au Nord, Kim Il-sung, ça c'est un vrai dictateur. Pourquoi ? Parce qu'il y a un parti unique. En Corée du Sud, il y a toujours eu plusieurs partis. Oui. Toujours. Oui. En tout cas, il y a toujours eu plusieurs partis et de nombreux candidats aux élections, Oui. toujours. Oui. Au Nord, il y a un culte de la personnalité de Kim Il-sung, qui est considéré comme une sorte de dieu vivant, etc. Park Chung-hee n'a jamais fait le culte de la personnalité. Je ne crois pas que les Coréens avaient la photo de Park chez eux. Rien du tout. Et puis, la troisième raison, c'est que au Nord, il y a une politique de répression beaucoup plus brutale, où on interdit totalement toute opposition. Au Sud, il y a toujours eu une opposition à Park Chung-hee. Toujours. Exactement. Qui s'est exprimée. Et alors, les opposants étaient souvent arrêtés, mais ils étaient rapidement libérés. Oui. Il y a très peu d'élimination physique. C'est ça. Donc, on arrête, on libère, et d'ailleurs, le pouvoir judiciaire en Corée du Sud, des fois, ordonne la libération de certains opposants arrêtés par le pouvoir politique. Oui. Donc, il y a toujours l'existence d'une opposition. Kim Dae-jung, il l'a reconnu lui-même. Kim Dae-jung a pu s'opposer et être candidat à la présidence contre Park Chung-hee. Au Nord, personne n'a jamais été candidat contre Kim Il-sung. Exactement. Vous voyez ? Donc, la Corée du Nord à cette époque, et encore aujourd'hui, ça c'est ce qu'on peut appeler une dictature, on dirait une dictature totalitaire, un régime totalitaire, puisque l'individu est entièrement au service du régime politique. Oui. Voilà. Et d'après ce que je comprends, en fait, Park Chung-hee a toujours recouru la voie du processus légal. Oui, et puis je pense que Park avait aussi des fois le sens du compromis. Il était capable du jeu politique. C'est-à-dire que Park était conscient que les Coréens aiment bien se disputer, se quereller. Et donc des fois, il faut de temps en temps faire des compromis, autoriser des gouvernements avec des personnes qui ne l'ont pas forcément soutenu. Ça, c'est la capacité politique aussi de quelqu'un qui, par ailleurs, poursuivait certains objectifs et au nom de ces objectifs, parfois, il fallait être capable de faire d'accepter un certain degré d'opposition, etc. Voilà. Pour terminer, veuillez expliquer pourquoi la jeune génération coréenne devrait se souvenir correctement du président Park Chung-hee et pourquoi vous faites ce travail. Je pense que les Coréens, mais ils le font déjà, mais peuvent peut-être se demander à nouveau, est-ce que s'il n'y avait pas eu Park Chung-hee, la Corée serait aujourd'hui un pays aussi puissant industriellement. S'il n'y avait pas eu le président Park Chung-hee, est-ce que l'histoire de la Corée, la culture coréenne serait autant mise en valeur? Est-ce que s'il n'y avait pas eu le président Park Chung-hee, les campagnes et les villes sud-coréennes seraient aussi développées? Est-ce que s'il n'y avait pas eu le président Park Chung-hee, l'armée et la diplomatie sud-coréenne seraient aussi actives? Est-ce que s'il n'y avait pas eu le président Park Chung-hee, ils auraient un smartphone entre les mains? Park Chung-hee a créé l'Institut avancé de technologie sud-coréenne. C'est le premier dans le tiers-monde. Il n'y en avait jamais dans d'autres pays du tiers-monde avant. Autrement dit, est-ce que sans Park Chung-hee, la Corée du Sud serait aujourd'hui un pays aussi puissant, aussi connu et aussi reconnu? Peut-être c'est cette question qu'il faut se poser. Et en tout cas, moi, ça m'intéresse de travailler à répondre à cette question dans toute sa difficulté ou dans toute sa complexité et à montrer toujours comment les années 60 et les années 70 ont été des années décisives dans le développement de la Corée du Sud, pas seulement dans son développement économique. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Il y a toujours des tentatives de supprimer les traces de Park Chung-hee en Corée, mais pour moi, la Corée
et la trace de Park Chung-hee. Oui, je pense que c'est absurde. Quand quelqu'un a dirigé un pays pendant 18 ans, vouloir en faire disparaître les traces, c'est ridicule. En tout cas, pour le professeur d'histoire que je suis, c'est très choquant. Il faut jamais faire disparaître les traces du passé. Il faut les conserver, il faut les expliquer, il faut les comprendre. Alors c'est un gros travail. Je suis très loin d'avoir fini ce travail. Il y a parfois des découvertes importantes. Il faut être nuancé, ne pas avoir une vision trop systématique des choses. Les replacer dans le contexte de l'époque, ça c'est très important. S'appuyer sur des faits, sur des sources différentes. Voilà, et peut-être qu'on peut arriver à une approche, on va dire, un peu nuancée des choses. C'est mon objectif. Super, très bien. Vous continuez à faire connaître Park Chung-hee en France, même en Corée. J'essaye. Il y a des projets prévus Alors oui, là je travaille notamment avec mon ami et mon collègue Franck Favier, qui est un spécialiste de Napoléon, de la période napoléonienne, et je travaille à un article sur le Park Chung-hee et Napoléon. D'accord. Voilà. Ça, c'est un projet pour la France. D'accord. Voilà. Alors pour la Corée, bon, je veux pas apprendre aux Coréens leur propre histoire. Hein. Moi, je suis un historien français qui regarde ça de l'extérieur. Mais moi, je souhaite développer mon travail sur la diplomatie, la politique extérieure du président Park Chung-hee, parce que je crois que là, il y a eu un travail très important qui a été fait pendant 18 ans. Sur sa politique économique, on a dit beaucoup de choses. Donc là, je pense que j'ai rien de nouveau à apporter. Mais peut-être sur la diplomatie ou la politique extérieure, on peut faire de nouvelles découvertes. En tout cas, je serais très heureux d'avoir des témoignages de Coréens qui ont connu cette période. Et pas seulement des gens qui ont aimé le président Park. Vraiment, ça m'intéresse d'avoir toutes les visions. Ça, c'est très important. Il y a un petit cadeau pour vous. Oh là! En fait, c'est un livre dont la publication est prévue. Wow. Et un livre ayant pour but de faire connaître le président Park Chung-hee à l'étranger. Donc, il est écrit en anglais. Très bien. En fait, un ami à moi connaît l'auteur de ce livre. Donc, il parle anglais? Oui, en fait, c'est un cadeau de la part de mon ami qui vous remercie pour vos efforts, pour vos activités pour le président Park Chung-hee. C'est très gentil. Donc, voilà. 감사합니다. Alors, encore une fois, je vous remercie beaucoup de nous avoir rendu visite et vos discours étaient vraiment très riches et précieux, surtout pour les gens coréens et qui comprennent mal encore le président Park Chung-hee. Donc, je vous remercie beaucoup et puis j'espère de vous revoir à bientôt. Je vous remercie aussi. Je remercie aussi ceux qui écouteront cette émission. Voilà, j'espère pouvoir continuer à travailler dans d'aussi bonnes conditions, en tout cas. D'accord. 감사합니다. 감사합니다. 너무나 훌륭한 일을, 박정희 총리에 대해서 우리도 하지 못하는 일을 하고 계신 너무 훌륭한 교수님을 모시고 오늘 대담을 마쳤습니다. 제가 앞으로도 교수님의 활동에 대해서 종종 방송에서 또 말씀드리겠습니다. 네, 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.